Bonjour Fabrice. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder un portrait de toi pour l'émission Chasseurs d'étoiles. Pourrais-tu te présenter dans un premier temps et nous raconter en quelques mots ton parcours jusqu'ici ? Bonjour, merci de me recevoir. Donc, je m'appelle Fabrice Alphon, j'ai presque 50 ans. J'ai fait mon alia il y a bientôt 7 ans. J'ai grandi en région parisienne. J'ai toujours plus ou moins voulu faire mon alia. Et quand j'avais 16 ans, mon meilleur ami, en fait, qui était aussi mon voisin et qui est toujours mon meilleur ami, faisait son alia. Donc j'ai dit à mes parents, je pars. Ils m'ont dit, écoute, t'as 16 ans, tu rentres en terminale, passe ton bac et puis on verra après. Et l'année, en fait, entre la première et la terminale, j'ai rencontré celle qui deviendra ma femme, jusqu'à aujourd'hui, et qui, dès le début, m'a dit, écoute, moi j'adore Israël, mais pas pour faire l'alia. Bon, les années ont passé, on s'est fiancés, mariés, un enfant, 2 enfants, 4 enfants, un métier, etc. Chaque année, je lui disais, faut partir. Elle me disait non. Et jusqu'en 2014, il y a eu tous les événements à Paris, où elle est rentrée un jour, elle m'a dit, on part. Et là, chez moi, ça a été panique, parce que ça faisait 20 ans que je lui disais, je veux partir, mais en fait, je savais qu'elle me disait non. Et bon, on s'est organisé, et en 2017, on a fait notre alia, et voilà, maintenant on est ici, et avec nos 4 enfants, et tout va bien. Le 7 octobre est une des dates les plus tristes pour le peuple juif, Fabrice, comme tu le sais, en particulier pour Israël. Comment toi, tu vis cette journée ? C'est terrible. Comme tout le monde. Alors, avant le 7, il y a le 6. Le 6, c'est Shabbat. Vendredi soir, on est à la maison. Mon fils a prévu de se fiancer le 11 octobre. Donc, on a sa fiancée à la maison et on est en train de régler les derniers détails. Est-ce qu'on met les boissons ici, et la lumière là, et la sono ici, etc., etc. Et le 7 au matin, je me lève pour aller à la synagogue et mon portable fait des bonds. J'attends, j'essaie, on sait Shabbat, et puis je dis non, il se passe quelque chose, donc j'ouvre mon portable et je vois alerte, tous les sites français, israéliens, enfin partout, ça sonne, ça bip, etc. Je descends rapidement, j'allume la télé, je vois ce qui se passe, je suis complètement incrédule. Je cours réveiller mon fils qui est soldat. Je le secoue, je dis Yoni, il ouvre un œil, il me dit papa, j'ai pas envie d'aller à la synagogue tout de suite, je suis fatigué, je te rejoins. Je dis Yoni, je te parle pas de la synagogue, mais c'est la guerre dans le pays. Donc là il se réveille, il me dit mais de quoi tu me parles, on s'est couché hier soir, tout allait bien et je lui dis, mais on t'a pas appelé? Et le temps que je lui dis ça, son téléphone sonne, il répond, c'est son méfaquette qui lui demande, premier appel, c'est est-ce que tout va bien déjà? Est-ce que t'es à la maison? Tout va bien? Il lui dit, bon, reste connecté. Toute la famille se réveille, on est tous complètement abasourdis devant la télé. Et mon fils me dit, mais papa, si moi, il m'appelle, je suis en fin de service, je suis dans une unité religieuse, si vraiment il nous appelle, nous, c'est que c'est grave. Et une demi-heure après, on l'appelle, et je le vois, qui répond, qui dit oui. Il raccroche, il nous dit, bon, je pars faire la guerre. Compliqué, très compliqué, comme énormément de familles l'ont vécu le 7 octobre. Je prends ma voiture, on vient chercher 2 copains à Natania. Je le dépose à Tel Aviv sur un parking où il y a des centaines de soldats qui se serrent dans les bras. Enfin, c'est très émouvant. Et je me dis, je laisse mon fils à la guerre, quoi. Et je sais pas ce que ça veut dire, la guerre, moi. Je connais pas la guerre. Et voilà, on rentre à la maison, on n'a plus de nouvelles pendant plusieurs heures. Une journée terrible pour tout le monde. Et puis à un moment, on sent que le pays vacille, on ne sait pas trop comment ça va tourner. Et voilà, moi j'ai passé, une semaine devant la télé, quoi. Une semaine quasiment non-stop, sans dormir, en attendant le moindre coup de fil, les copains, les enfants des copains, etc., etc. Terrible. Et 3 jours plus tard, tu vas prendre une décision. C'est laquelle ? En fait, donc le 7 octobre, mon fils part. Le 8 et le 9, j'ai des copains qui m'appellent, qui me disent Fabrice, on va distribuer des colis parce que il y a eu un élan de solidarité de partout et puis les soldats sont partis presque les mains dans les poches. Donc le 8, le 9, je vais distribuer des colis, etc. Et je me rends compte en fait que les soldats dorment par terre, dorment où ils peuvent dormir. Enfin, c'est pas des bases. Encore une fois, pour ceux qui connaissent pas le pays, ils sont pas dans des bases, ils sont dans des gymnases, ils sont dans la rue. Et je me dis, moi, je suis kinésithérapeute, je peux peut-être faire quelque chose, quoi, de mes mains. Et donc, à peu près le 10, à 3h du matin, je mets un post Facebook en disant, voilà, moi je suis kiné, qui m'accompagne, on va aller voir des soldats. Et en étant tout à fait honnête, au moment où je poste, je n'ai aucune idée de où je vais aller, par quel biais, comment, qui, quoi, qu'est-ce. Et puis ça a pris, j'ai une collègue qui m'a rejoint, et puis un autre collègue, et puis le copain, et puis le cousin, etc. Et voilà, et on s'est retrouvés 10 jours après, une douzaine de thérapeutes, en disant, voilà, on est là, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Où on va?
On a décroché les téléphones, les contacts, etc. Et notre première opération, d'abord on a créé les kinés du cœur, ça s'appelle comme ça. Et la première opération, on est parti à Ofakim, et de Ofakim, on est parti à Berry. Où à Berry, on nous a appelé, on nous a dit, écoutez, moi j'ai 4 soldats qui ont un petit peu mal au dos, etc. On en a traité 150. Et ça a été le début, début d'une aventure. Et justement, tu te mets donc en tête de mettre tous les moyens en œuvre pour aider les Khayalim. De là, tu vas monter donc cette association Les Kinés du Cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo le concept ? Le concept, c'est qu'une fois que j'ai réuni des thérapeutes, d'abord on a ouvert, on s'appelle Les Kinés du Cœur parce que moi je suis kinésithérapeute, mais il y a des kinés, des ostéopathes, des podologues, des réflexologues, des acupuncteurs, tout ce qui est thérapie manuelle. Et le concept, depuis le 19 octobre, on a démarré le 19 octobre, on va 2 fois par semaine dans des bases traiter des soldats. Voilà, on est maintenant en collaboration, on commence à être un petit peu connu, donc les bases nous appellent. Et 2 fois par semaine, depuis 5 mois et demi, on a dû visiter 70 bases et peut-être 10 ou 12 000 soldats sont passés entre nos mains. Au-delà de cette douleur physique que vous soulagez chez les soldats, est-ce qu'il leur arrive de se confier à vous sur des moments difficiles qu'ils auraient pu vivre ? Alors, souvent, c'est ce que je dis, on leur apporte 2 choses. On leur apporte bien sûr le côté technique, soins, massage, podologue, ostéopathe, etc. Mais on leur apporte aussi une fenêtre sur l'extérieur. Alors, aujourd'hui, la plupart des soldats ont pu rentrer chez eux, puis retourner à l'armée, etc. Mais pendant les 3 premiers mois, il y en a qui n'avaient pas mis le nez dehors. Et on était un petit peu la fenêtre sur le monde, où ils nous demandaient alors comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, que pensent les gens. Et puis ils étaient contents de parler de nous. T'as des enfants, alors ils sont à l'armée ou pas à l'armée, ils se marient. Globalement, ils ont un moral d'acier. Sincèrement, moi je suis impressionné. On a visité des unités où il y a eu des dizaines de morts. On a visité une unité où il y a eu 20 morts quand des bâtiments entiers se sont effondrés. Et les soldats nous disent en fait, on n'a pas le temps de penser. Pour l'instant, on n'a pas le temps de penser. C'est dur, c'est très dur, mais pour l'instant, on est dans l'action. Il faudra gérer peut-être le après, et ça, ce sera pas notre travail à nous. Mais c'est des moments d'échange exceptionnels. C'est à chaque fin de sortie, on repart 1000 fois plus riche que quand on est arrivé. Moi, je dis souvent à mes collègues, je dis, on vit des choses extraordinaires qu'on aurait voulu ne jamais vivre. Mais ça reste des moments extraordinaires. Ça reste vraiment des moments très, très, très intenses. Est-ce que tu as cette impression aussi que c'est eux qui t'apportent et pas forcément toi ? Bien sûr, bien sûr. J'allais dire, c'est du 50-50. Nous, on leur apporte notre savoir, etc. Mais eux nous apportent tellement plus. C'est notre façon à nous de faire la guerre. Moi, comme j'ai dit, je suis arrivé en Israël, j'avais 43 ans. Si tu me donnes une arme, je sais pas comment faire, je sais même pas comment ça se tient, je sais même pas comment on s'en sert. Nous, on fait la guerre avec nos mains. Voilà. Et j'ai eu une discussion très intéressante avec un soldat il y a pas très longtemps, qui s'appelle Ouri, et qui m'a dit, tout le monde vit le syndrome de l'imposteur. Je lui ai dit, c'est quoi Ouri, le syndrome de l'imposteur ? Il m'a dit, toi, tu m'expliques que ça te fait du bien d'aller voir les soldats, parce que tu te sens redevable de quelque chose. Mais il dit, dis-toi que chez les soldats, c'est la même chose. Celui qui rentre pas dans Gaza, il se sent redevable par rapport à celui qui est dans Gaza. Celui qui est dans Gaza en deuxième ligne, il se sent redevable de celui qui est en Gaza en première ligne. Et même celui qui est en première ligne, il dit, j'aurais dû faire plus. Donc, c'est une façon, on peut pas rester les bras croisés. C'est impossible. Le pays est en guerre, on peut pas. Alors, il y a ceux qui distribuent les colis, c'est super. Il y a ceux qui font des barbecues, c'est super. Les kinés, c'est super. On est tous obligés, en tout cas, on se sent tous obligés de faire quelque chose. Voilà, moi, je m'imaginais pas, et encore aujourd'hui, ne rien faire. Voilà, attendre pendant que c'est la guerre à 50 km, attendre. À l'heure où on parle, est-ce que vous êtes encore actif ? On est actif comme au début de la guerre. Alors, comme au début de la guerre. On sort 2 fois par semaine. En général, c'est le jeudi et le dimanche. On a notre autobus qui nous emmène. On fait notre ramassage scolaire, entre guillemets. Donc, on est autant actif. Les actions ont un petit peu changé. C'est-à-dire qu'au début, on était vraiment sur les terrains de guerre. On a travaillé au milieu du dôme de fer, on a travaillé au milieu des tanks, on a travaillé au milieu des booms, etc. Ça, c'est de moins en moins vrai. Mais ce qu'on fait maintenant beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de soldats qui sortent 2, 3, 4 jours, qui sont dans des hôtels, soit pour souffler un petit peu et après ils retournent sur les lieux d'opération, donc on les voit à ce moment-là, soit c'est des SAS avant qu'ils rentrent chez eux. Et on les voit aussi. Voilà, maintenant on a des dizaines de demandes. Voilà, on a des listes d'attente, on a 3 personnes dans l'association qui sont dédiées à ça, qui gèrent que les relations avec les Mefakdim. Alors on va aller là-bas, on peut, oui, non, etc., etc. Mais on est toujours actif et on a besoin d'être actif. On a besoin d'être actif. Qu'est-ce que tu tires comme leçon de vie de toute cette expérience ? C'est un peu tôt pour tirer des leçons de vie, je pense, parce qu'on est dedans, on est encore dans l'action. Mais quand on côtoie les soldats, et quand on les côtoie de près,
il faut pas oublier pourquoi le 7 octobre est arrivé et surtout quel était l'état de la situation politique en Israël jusqu'au 7 octobre. C'est qu'on est dans un pays qui s'entretuait avec des manifestations, peu importe, de droite, de gauche, mais tous les jours, à chaque feu, à chaque carrefour, tous les Motzei Shabbat, des routes bloquées. Alors un coup c'est la droite, un coup c'est la gauche, un coup c'est la faute de lui, non c'est pas lui, c'est la faute de lui, etc. Et quand on voit les soldats, on se dit mais c'est tellement dommage. Parce que nous, on traite des unités où, dans la même unité, on a un Haredi avec des peyotes qui lui arrivent aux genoux, et le soldat d'après, c'est un tatoué avec des piercings dans les oreilles, des piercings dans le nez, des tatouages de partout, et ils sont frères et ils se serrent dans les mains, et ils ont, eux, peut-être mieux compris que tout le monde que l'un peut sauver la vie de l'autre et que l'un a besoin de l'autre. Et c'est très utopique ce que je vais dire. Mais je pense que le salut viendra des soldats, d'abord. Parce que c'est eux qui font la guerre, mais en sortant de tout ça, il faudrait que eux expliquent à tous les autres, c'est-à-dire à nous tous, en dehors, que on peut être de droite, on peut être de gauche, on peut être religieux, on peut être Riloni, on peut habiter Tel Aviv, on peut habiter Bnei Brak, on est tous juifs, et on a tous quelque chose à apporter à l'autre. Alors après, on peut avoir des désaccords politiques, ça, il n'y a aucun problème. Mais souvent, c'est ce que je dis quand le Hamas, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ne se sont pas posé la question de savoir si c'était un juif de Kaplan du samedi soir, ou si c'était un juif de Bnei Brak. C'était un juif. Et si, Chas Veshalom, ça devait se reproduire, juifs de droite ou juifs de gauche ou juifs religieux ou juifs Riloni, c'est les mêmes juifs. Et donc, montrons à nos ennemis, j'allais dire, qu'ils ont raison. On est les mêmes juifs. Voilà, montrons-leur. Expliquons-leur que pour une fois, vous avez raison. Et ben, le juif de Kaplan, il peut être copain avec le juif de Bnei Brak, même s'ils ont des pensées totalement opposées. C'est pas grave, on peut en discuter. Et comment toi, tu vois ton avenir en Israël ? J'espère le voir beau. J'espère qu'on saura tirer les leçons de ce qui s'est passé, comme je disais, de cette division, de cette faille énorme qu'on a laissée. Et il faut comprendre, j'espère que tout le monde l'a compris, que quand il y a une faille dans le peuple juif, nos ennemis, ils s'engouffrent, ils mettent pas un orteil, ils mettent le corps entier. Voilà, si c'est un prix terrible à payer, mais si ça peut servir de leçon à tout le monde, je donne des leçons vraiment à personne, je me permettrai pas ça, mais que chacun se dise, écoute, je vais faire un pas vers l'autre. Ok, il pense pas comme moi, ok, il est moins religieux ou plus religieux, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Faisons un pas, on se rassemble tous, et puis après on trouvera un terrain d'entente, voilà, quelque chose, une position intermédiaire qui conviendra, oui aux Chiloni, oui aux Haredim, oui aux très sionistes, oui au moins, voilà. Mais on peut pas retourner, en tout cas je souhaite qu'on retourne pas à ce d'où nous arrivons, c'est-à-dire des gens qui se détestaient. Moi j'ai jamais connu ça en Israël, j'ai jamais connu des Israéliens qui étaient prêts à se taper, à se frapper. Jamais j'ai vu ça. Jamais. Et donc souhaitons qu'on n'y retourne pas, même si malheureusement je doute. J'espère me tromper, mais je doute. J'espère aussi. Maintenant, si tu avais un dernier message à faire passer aux personnes qui te regardent, ce serait lequel ? Soyons optimistes, parce que le peuple juif, on en a traversé des situations encore plus compliquées. Même si aujourd'hui on a l'impression qu'on est au fond du trou, avec une opinion mondiale quasiment unanime contre Israël, plus ou moins, mais globalement, on a peu de copains. Rassemblons-nous. Encore une fois, comme je l'ai dit, aimons-nous les uns les autres, avec nos différences. C'est pas grave de pas être comme son voisin, c'est pas grave de pas penser comme lui. Ça nous oblige pas à le détester. On peut s'aimer, on peut être unis dans la diversité. Et c'est vraiment, moi j'encourage les gens qui ont du mal à comprendre ça, à aller sur une base. Et parce que sur une base, un soldat, quand il est en kaki, il peut être Riloni, il peut être religieux, il peut habiter Tel Aviv, il peut être même un manifestant d'avant, il se serre dans les bras, il y a une entente, ils sont tous frères, quoi, sans se poser la question. Mais il y a même mieux, il y a des Druzes, il y a des non-juifs, il y a des Arabes. On était dans une base où il y avait quasiment que des Arabes israéliens. Mais ils adorent Israël, ils sont amoureux d'Israël, plus que certains Israéliens, j'allais dire. Donc voilà, un message un peu bisounours, si tu m'autorises cette expression. Aimons-nous, malgré nos différences, malgré nos pratiques différentes, etc. On a quand même un élément commun, c'est qu'on est tous juifs, et que pour nos ennemis, comme je le disais tout à l'heure, on est tous pareils. Et une dernière question, est-ce que déjà dans l'association, vous manquez encore de professionnels ? Et est-ce que tu as l'impression, toi qui continues justement à être actif sur le terrain en ce moment, est-ce que certains soldats pourraient te confier qu'ils se sentent ces derniers temps un petit peu délaissés ? Alors, en toute honnêteté, non. Les soldats, en tout cas,
j'ai pas eu de remontée de plaintes de soldats. Il y a encore beaucoup d'associations qui sont très actives sur le terrain. Comme je disais, il y a nous, mais il y a plein d'autres. Il y a des barbecues, il y a des... Alors, dans les distributions, ils ont moins besoin, il faut être tout à fait honnête, parce que maintenant ils rentrent chez eux, ils ont moins besoin de déodorants, de dentifrice, etc. Mais globalement, la population, elle est là. On est encore derrière eux, et nous, on leur dit à chaque fois, on sera avec vous tant qu'on pourra. Pour répondre à ta première question, est-ce qu'on manque de professionnels ? On a toujours besoin de professionnels, parce que plus on a des professionnels, il faut comprendre aussi qu'on est tous bénévoles, c'est 100% bénévoles, ça coûte 0 à personne. Il y a même certains soldats qui nous disent « Mais attends, on peut payer, on a des dons. » Non, tu gardes tes dons, t'en feras autre chose. Nous, c'est 0. Voilà, on a 0. On a eu la chance d'avoir des dons. Si des gens veulent nous soutenir, ils peuvent. Les dons, ils servent à une chose. Une seule chose, c'est payer notre autocar. Voilà, c'est la seule dépense aujourd'hui qu'on a. Tout le reste, on l'a. Les tables de kiné, on les a. Le petit matériel, on l'a. La seule chose, c'est que on voyage en autocar parce que c'est plus facile et parce que c'est plus sécurisant. Donc voilà, c'est notre seule dépense. Chaque shekel qui rentre dans l'association va à notre chauffeur de bus. En gros, d'accord. Mais voilà, c'est juste. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de bénévoles. On a démarré, j'ai démarré, j'étais 1. On a aujourd'hui un groupe de 150 bénévoles avec, on va dire, 70 actifs. Très actifs, et puis d'autres qui rentrent, qui sortent, qui viennent une fois, qui repartent. On a des bénévoles qui viennent de l'étranger. On a régulièrement des Français de France. On a, il y a 15 jours, une Française de l'île de la Réunion qui est venue. C'est quand même 16 000 km. Qui est venue que pour ça. Qui est venue pour être avec nous. Et voilà, et c'est vrai que quand on vit des choses exceptionnelles. On vit des choses exceptionnelles. Donc, continuons tous, chacun à son niveau, à être derrière nos soldats. Être derrière nos soldats, ça veut dire, je fais la queue à la Macolette, je paye son coca, voilà, des petites choses. Ils ont besoin de savoir qu'on est derrière eux, parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Fabrice, merci de nous avoir accordé ce magnifique portrait. On vous souhaite de grandir, de continuer à aider tous les Khayalim qui en ont besoin. Et surtout, une immense atzlach. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. À très bientôt. À très bientôt.